Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le 4 janvier 2002, la loi relative aux musées de France vint rénover le cadre législatif et réglementaire organisant la gestion des collections présentées au public et prit la suite de l'ancienne législation dont l'ordonnance portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, adoptée le 13 juillet 1945, constituait la base. Selon l'article 1er de la loi de 2002, est considérée comme musée toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public. La définition n'envisage avec raison le musée qu'au travers de sa collection. Il est toutefois impossible de limiter l'étude de l'institution à son seul cœur d'activité. S'il fut autrefois confiné au domaine de la recherche et aux hautes sphères intellectuelles, le musée dépasse aujourd'hui clairement ses seules missions culturelles. Il en faut d'ailleurs peu pour que l'institution ne soit considérée comme une panacée moderne par des élus confrontés à une concurrence toujours plus rude entre villes européennes. Ainsi, et dans un contexte budgétaire difficile, à l'heure du tourisme culturel, de la marchandisation généralisée et du divertissement érigé en absolu, le musée se doit de renforcer l'attractivité d'une ville ou d'un territoire, participe au développement du tourisme et de l'économie locale, aménage, intègre, réduit la pauvreté et les inégalités. Autant d'enjeux éducatifs, économiques et sociaux dans lesquels sont aujourd'hui empêtrées nos institutions culturelles. Au-delà de ses naturelles vocations scientifiques, pédagogiques et culturelles, le musée est dorénavant et avant tout un marqueur de territoire et de société. Il en subit par conséquent les évolutions. Les profondes mutations territoriales et sociétales aujourd'hui à l'œuvre résultent en partie de la métropolisation. Cette notion, géographique avant d'être juridique, qualifie une dynamique spatiale amenant à un renforcement de la puissance des métropoles par des phénomènes de concentration démographique et politique et de densification des réseaux. Il ne s'agit en fait que du pendant local de la mondialisation. La réduction des distances, la libéralisation des échanges comme une communication désormais irréversible ont amené à la délimitation de nouvelles aires urbaines et à l'effondrement des territoires traditionnels. En parallèle, la décentralisation de l'État organisée en 3 actes a encouragé la coopération entre communes et fait émerger l'intercommunalité comme nouvel échelon de référence dans l'organisation territoriale. Notons au passage la lecture simpliste faite par le politique de la métropolisation, qui ne consisterait qu'en un simple ajustement d'échelle, faire plus grand, mais qui révèle une singulière incapacité à penser les espaces de demain. Cette nouvelle organisation territoriale, incarnée en France par les différentes intercommunalités, est également synonyme de mutations économiques consacrant le tertiaire et la désindustrialisation. C'est ainsi que notre époque, à la fois économique et patrimoniale, est celle de ce que d'aucuns désignent sous le nom de muséomanie. Cette passion sans précédent pour le passé étant elle-même génératrice d'importantes richesses, la question culturelle, notamment muséale, est sans surprise devenue l'un des champs d'action majeurs des intercommunalités. Or, le réseau des musées de France est encore largement héritier d'une organisation territoriale centrée sur la commune, avec une majorité de musées municipaux dont le mode de gestion est généralement celui de la régie directe. L'historique de sa constitution comme la forte implication des municipalités, qui dès le XIXe siècle firent du musée le symbole d'un ancrage local, sont autant d'explications à ce constat. Un premier maillage est né de l'impossibilité physique du Louvre d'absorber l'important volume d'objets d'art provenant des saisies et conquêtes révolutionnaires. 15 villes de province furent alors désignées par l'arrêté chaptal du 1er septembre 1801, ou arrêté consulaire du 14 Fructidor en 9 pour accueillir les trésors conquis sur les ennemis de la République. Le nombre de musées augmenta tout au long du XIXe siècle avec notamment la création partout en France de muséums d'histoire naturelle et une politique générale d'envoi d'œuvres d'art par l'État en province. L'offre muséale s'étoffa enfin considérablement durant les années 1970 à 1980, les communes souhaitant adapter leur territoire à la nouvelle ère du tourisme et des loisirs. La dernière vague de création de musées, dont les structures sont généralement établies grâce à des coopérations entre communes,
ne suffit pas à remettre en cause le caractère fortement municipal du réseau. Un musée de France sur 4 a donc été ouvert avant 1900, tandis que près d'un sur 2 fut inauguré à compter de 1960. Ce constat posé, il semble que l'intervention de plus en plus forte des intercommunalités dans le domaine culturel, se traduisant par la prise en charge des équipements anciennement communaux ou par la création ex nihilo de nouveaux musées, amène nécessairement à une modification de la carte administrative des musées de France, déjà très complexe. Le nombre d'acteurs, publics comme privés, pouvant être propriétaires d'une collection Musée de France comme du bâtiment les abritant conjugués à la possibilité d'une gestion distincte de la propriété sont autant de paramètres pouvant faire l'objet de transferts entre les personnes concernées. Ces transferts de musées, de la commune au groupement intercommunal dont elles relèvent, peuvent d'ores et déjà être constatés. Metz, Rennes ou Rodez, entre autres, sont autant d'exemples, autant de villes dont les musées sont devenus depuis peu des services intercommunaux. Cependant, si ces villes ne sont que les précurseurs d'un mouvement irrémédiablement destiné à s'amplifier, l'analyse des outils juridiques permettant ces changements de propriétaires et de gestionnaires ne peut être cantonnée aux seules motivations intercommunales. La diversité des modes de gestion et de création des musées de France comme les ambitions diverses de leurs dirigeants quant à leur développement, amènent à des utilisations et des trajectoires très variées. Le projet Archéa dans le Val d'Oise et son élaboration par la communauté d'agglomération Roissy-Porte de France est à ce titre révélateur. À l'origine associatif, présentant depuis 1979 le résultat des fouilles menées dans l'est du Val d'Oise par le groupe de recherche historique et archéologique de Louvres-en-Parisis, le musée archéologique de Louvres devint municipal en 1987. Sa gestion fut assurée par la ville de Louvres jusqu'en 2000, année où l'équipement fut repris par la communauté d'agglomération, qui décida alors d'un projet culturel d'envergure de valorisation du patrimoine archéologique de la région via l'animation et la prise en charge de 3 sites, le musée de Louvres, le château d'Orville et la vallée de Lisieux. La philosophie animant l'entreprise est en elle-même intéressante, car témoin des logiques territoriales désormais incontournables dans le monde des musées, Archéa, ainsi que le revendiquent ses concepteurs, n'est plus seulement un musée mais un projet de territoire. Les évolutions administratives subies par le musée et le lent cheminement du projet vers sa forme actuelle attestent de la nécessité d'étudier les instruments juridiques mettant en œuvre les transferts souhaités. Afin d'épouser au maximum la grande diversité des cas d'espèces recensés, l'analyse technique des outils et procédures repose sur la dissociation des 3 éléments indispensables à la constitution d'un musée. Il convient de distinguer le bâtiment et les personnels, serviteurs du Musée de France, de la raison d'être de l'institution, les collections, L'objectif retenu est de répondre pour chacun de ces éléments aux questions pratiques suivantes. Quels outils juridiques, quelles procédures, quelles difficultés enfin organisent et impactent ces nouvelles trajectoires ? S'il s'agit avant tout de considérations pratiques, elles sont néanmoins révélatrices quant aux politiques culturelles locales et nationales mises en œuvre et amènent à concevoir la tendance dans son ampleur, ses explications et ses conséquences. Ainsi, des procédures et problématiques propres aux intercommunalités, du recours croissant aux établissements publics ou encore des interrogations suscitées par le devenir marchand du musée. Cette étude technique permettra par conséquent de saisir, malgré la nébulosité certaine de ce phénomène aux multiples facettes, ce qui s'annonce être le futur grand bouleversement des musées de France, sonnant ainsi la fin d'un réseau municipal historique et peut-être dépassé. Chapitre 1 : Les bâtiments et les personnels, éléments périphériques et indispensables au musée de France. Par la définition retenue dans la loi du 4 janvier 2002, le législateur, dans la droite ligne des textes antérieurs, consacre la collection, rappelant ainsi la raison d'être de l'institution. Les bâtiments et personnels, périphériques à la collection car n'existant que grâce à elle, n'en sont pas moins ses indispensables serviteurs, amenant le visiteur à la rencontre des œuvres. Le musée est avant tout un espace public, à la destination du public. L'ouverture physique du lieu seule n'est rien. Les missions de recherche, de diffusion, d'animation, d'accueil assumées par les différents professionnels y travaillant amènent la nécessaire ouverture sur le monde et la société que l'on est en droit d'attendre de l'institution. Le musée, et c'est heureux,
n'a dorénavant plus rien de commun avec les cimetières des arts auxquels l'assimilait Lamartine. Toutefois, le musée, institution du long terme et de l'inaliénabilité mobilière, subit aujourd'hui notre goût immodéré pour l'éphémère et le spectaculaire. Si les protections juridiques dont sont entourées les collections les épargnent encore, il n'en est légitimement rien pour le bâtiment ou les personnels. C'est donc principalement à travers leurs évolutions qu'apparaissent les mutations profondes, agitant aujourd'hui le monde des musées. Les procédures relatives à la gestion et la propriété des immeubles, ainsi que le traitement des personnels en majorité laissés aux dispositions croisées du Code général de la propriété des personnes publiques, CGPPP, et du Code général des collectivités territoriales, CGCT, sont ainsi autant de révélateurs de pratiques muséales, qui, pour récentes qu'elles soient, n'en sont pas moins sans conséquence. Section 1. Le bâtiment, vitrine du musée, miroir de C. Évolution. Le bâtiment est l'incarnation physique des collections qu'il conserve et expose. C'est par lui que les visiteurs accèdent aux œuvres. Les problématiques qui y sont liées vont ainsi croissantes. Vitrine de l'institution. Il est aujourd'hui fréquent que d'importants travaux de rénovation, d'agrandissement voire de construction soient engagés, tendance souvent résumée aux architectures volontairement modernes et originales des projets les plus récents. Ces nouvelles constructions, diversement appréciées et communément épinglées pour leur coût faramineux ou leur esthétique, deviennent en elles-mêmes un motif de visite, au risque, en l'absence de contenu, de se résumer à une simple forme. Toutefois, l'immense majorité des immeubles relevant du réseau des musées de France sont des bâtiments anciens, pour lesquels les politiques locales mises en œuvre nécessitent de composer avec des situations antérieures. L'étude des règles de gestion et de propriété, les gouvernants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.